C'est une super image ça. L'alarme qui se déclenche sans raison et qui refuse de s'éteindre. Alors allons-y, décortiquons ça. Comment est-ce qu'on passe d'une petite inquiétude, toute simple, à ce sentiment, écrasant, qui ne nous lâche plus? Ok, pour bien comprendre, il faut d'abord poser les bases. Et ça commence par une distinction qui est absolument cruciale, vraiment tout par-delà. La peur, l'anxiété. On a tendance à tout mélanger, à utiliser ces mots l'un pour l'autre. Mais, et c'est super important, en neurosciences, ce sont deux choses bien distinctes. Deux réponses au danger qui n'ont pas grand-chose à voir. Voilà la différence fondamentale. La peur, c'est simple. Le danger est là, maintenant, juste devant nous. C'est immédiat, c'est réel. L'anxiété, par contre, c'est tout autre chose. C'est l'appréhension d'un danger qui pourrait arriver, un truc futur, ou même qui n'existe que dans notre tête. Pour que ce soit bien clair, on va utiliser une analogie. C'est une image qui va nous suivre tout du long. Imaginez que notre cerveau, c'est une maison. Une maison équipée d'un détecteur de fumée. Alors, dans le cas normal, tout va bien. Mettons qu'un feu démarre dans la cuisine, l'alarme se déclenche, c'est la peur, c'est utile, ça nous sauve la vie. Mais dans le cas de l'anxiété pathologique, c'est le chaos. L'alarme se met à hurler juste parce qu'on fait griller une tartine. Vous voyez, le système est devenu complètement hypersensible. Il crie au feu pour un rien. Et c'est cette fausse alerte, cette hypersensibilité, qui explique pourquoi on ressent des choses si fortes physiquement. Le cœur qui s'emballe, les sueurs, les tremblements, c'est tout à fait logique en fait. Notre corps, lui, il croit qu'il y a un vrai incendie. Il se met en mode survie pour combattre un feu qui n'existe pas. D'accord, donc l'alarme est défectueuse. Mais la question c'est, d'où vient le problème? Où se trouve dans la machinerie complexe du cerveau cette surchauffe? Alors, pour ça, il faut plonger au plus profond du cerveau. On y trouve ce qu'on appelle le système limbique. C'est un peu le moteur émotionnel de la maison, si on veut. Le quartier général de nos émotions, de nos instincts. Et dans le cas de l'anxiété, ce moteur, il est coincé en mode sur-régime. Il tourne à fond, en permanence. C'est exactement ça. 5000 tours par minute alors que la voiture est au point mort. C'est l'image parfaite du cerveau anxieux. Toute cette énergie, cette puissance prête à bondir, pour rien. La voiture vrombit, chauffe, mais n'avance pas. Ok, on a le moteur en surchauffe. Mais pourquoi? Pourquoi il ne se calme jamais? Pour le comprendre, on doit s'intéresser à la mécanique, et plus précisément à deux messagers chimiques qui jouent un rôle absolument central. Le premier, c'est le GABA. Retenez bien ce nom. Le GABA, pour faire simple, c'est la pédale de frein de notre cerveau. C'est un neurotransmetteur inhibiteur, ce qui veut dire que son job, c'est de dire aux neurones « Stop, on se calme, on ralentit la cadence ». Maintenant, imaginez que dans un cerveau anxieux, les plaquettes de frein sont complètement usées. Il n'y a plus assez de GABA ou il ne fait plus son travail correctement. Résultat, le cerveau n'a plus de frein. Il ne peut plus ralentir ce fameux moteur, le système limbique, qui continue de tourner à plein régime. Passons au deuxième acteur clé, la sérotonine. Si le GABA est la pédale de frein, la sérotonine, elle, c'est plutôt le régulateur de vitesse. Ce n'est pas un frein d'urgence, son rôle c'est de maintenir une allure de croisière, une humeur stable, une activité neuronale fluide et régulière. Et donc, logiquement, si les niveaux de sérotonine sont bas, le régulateur de vitesse est en panne. L'allure devient instable, saccadée, le moteur devient complètement imprévisible, un coup ça accélère, un coup ça ralentit, c'est le chaos. Donc, pour résumer, on a deux problèmes mécaniques bien distincts. D'un côté, le GABA, le frein d'urgence, qui est censé stopper net la suractivité. De l'autre, la sérotonine, le régulateur qui est là pour maintenir une activité stable sur la durée. Dans l'anxiété, les deux sont défaillants. Alors maintenant, imaginez la scène. On a une voiture dont le moteur hurle au point mort, les freins sont usés jusqu'à la corde et le régulateur de vitesse est cassé. À votre avis, que se passe-t-il ensuite? Quelles sont les conséquences physiques de tout ça? C'est une véritable réaction en chaîne. D'abord, le système limbique. Notre moteur, qui tourne à fond à cause du manque de GABA et de sérotonine, envoie des signaux de panique. Ces signaux arrivent à l'hypothalamus, la tour de contrôle du cerveau. Et que fait la tour de contrôle en cas d'urgence? Elle déclenche l'alerte générale, le fameux mode combat ou fuite. Et voilà, c'est l'accident, la sortie de route. C'est à ce moment-là que le corps réagit violemment. Le cœur qui bat la chamade, les sueurs, les tremblements. Ce ne sont que les conséquences physiques de cette voiture qui a perdu tout contrôle. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, comprendre que tout ça est une sorte de panne mécanique, ce n'est pas juste pour la théorie. Au contraire, ça nous ouvre une voie très logique sur la façon de réparer le système. Parce que ça change complètement la perspective en fait. Si l'anxiété n'est finalement que le résultat d'un système avec des pièces défectueuses, alors le but du traitement devient limpide. La question n'est plus de savoir comment se calmer sur le moment, mais plutôt comment fait-on pour réparer les freins et le régulateur de vitesse.